Au dîner de mon anniversaire, la fille de ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit « Waouh, encore célibataire à ton âge ? C'est triste. » Ma mère a juste hoché la tête. J'ai souri. Cette nuit-là, j'ai appelé la banque. À 8h40 du matin, sa carte de débit était gelée. Ma sœur m'a appelé 31 fois, désespérée. J'ai décroché le téléphone, et elle a crié « Comment oses-tu ? Je m'appelle Ronan. J'ai 30 ans. Le soir de mon 30e anniversaire, j'étais assis au bout de la table de la salle à manger de mes parents, fixant un rôti qui avait tiédi et un gâteau que personne ne voulait vraiment manger. La pièce était faiblement éclairée de cette manière peu enthousiaste. Un plafonnier bourdonnait doucement, et une lampe dans un coin projetait une tache jaune terne sur le mur. Du salon parvenait le son d'un match de baseball, mon père prétendant se soucier plus du score que de tout ce qui se passait à table. Le mari de ma sœur en était déjà à sa deuxième bière avant même que nous ayons servi le repas. Il était assis, voûté sur son téléphone, le pouce défilant paresseusement, marmonnant de temps en temps quelque chose sur le fait de vieillir sans jamais me regarder. Ma mère se déplaçait comme une hôtesse dans un hall d'hôtel, polie mais détachée, vérifiant le rôti, redressant les serviettes, évitant le contact visuel qu'elle n'avait pas envie de soutenir. Ma sœur a rempli son verre de vin sans demander à personne d'autre s'ils en voulaient. Et puis il y avait Ava. Elle était assise en face de moi, les épaules englouties par un sweat à capuche trop grand, des écouteurs pendant autour de son cou, les yeux fixés sur son écran. Ses doigts tapaient en rythme, son visage éclairé par le monde qu'elle avait choisi au détriment de celui-ci. Elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Elle n'a pas levé les yeux quand nous avons dit le Bénédicité. Elle n'a pas levé les yeux quand la nourriture a été servie. C'était le genre de réunion de famille où tout le monde venait parce que c'est ce que l'on est censé faire, pas parce que quelqu'un voulait vraiment être là. Ma sœur avait proposé d'organiser quelque chose de simple pour mon anniversaire chez mes parents. Elle avait dit que ce serait discret, juste la famille, et j'avais accepté parce que dire non n'a jamais été ma spécialité. Cela a toujours été mon rôle assigné, celui qui est d'accord, celui qui ne discute pas, celui qui est présent. Quand ma mère a finalement apporté le gâteau, elle a forcé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. 30 bougies légèrement tordues scintillaient devant moi. Elle les a allumées avec soin, une par une, comme si cet acte à lui seul prouvait que nous étions tous plus proches que nous ne l'étions. Mon père s'attardait dans l'embrasure de la porte entre les pièces, faisant toujours semblant de suivre le match, la télécommande à la main comme un bouclier. « Fais un vœu », a dit ma mère. Tout le monde m'a regardé un instant, ou du moins a fait semblant. Je me suis penché en avant, j'ai expiré, et les flammes se sont éteintes dans un souffle doux. Quelques applaudissements épars ont suivi, faibles, obligatoires, comme si nous participions tous à une répétition plutôt qu'à un moment réel. Puis Ava a finalement levé les yeux. « Waouh » a-t-elle dit, les lèvres se retroussant juste assez. « Encore célibataire à ton âge ? C'est triste. » Les mots sont tombés entre nous comme si quelqu'un avait fait tomber un verre de la table. Ce n'était même pas fort, mais c'était comme une gifle. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose. Ma mère, ma sœur, mon père tenant toujours la télécommande comme une bouée de sauvetage. Ma mère a juste hoché la tête. Elle n'a pas ri, n'a pas grondé, ne m'a pas défendu. Elle a hoché la tête comme si Ava avait commenté un bulletin météo, comme si mon statut relationnel à 30 ans était un fait inévitable et décevant sur lequel nous étions tous tacitement d'accord. Ma sœur a pris son vin. Mon père a toussé et a changé de position. Mon beau-frère a eu un petit souffle amusé qui aurait pu être un rire. Personne n'a croisé mon regard. J'ai souri. C'est ce que je fais. J'ai souri comme si tout allait bien, comme si la blague avait glissé sur moi. Je me suis coupé une part de gâteau et j'ai dit merci. J'ai fait semblant que c'était délicieux. J'ai débarrassé les assiettes, porté la vaisselle à l'évier, aidé ma mère à emballer les restes. Je les ai tous serrés dans mes bras en partant, leur ai dit que c'était gentil, leur ai dit que j'avais apprécié le dîner. Mais dans ma tête, j'étais parti à la seconde où Ava avait ouvert la bouche. En rentrant à mon appartement, les lampadaires s'étiraient en ligne sur le pare-brise. Je n'ai allumé aucune lumière en arrivant à la maison. J'ai laissé tomber mes clés dans le bol près de la porte, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé par la fenêtre l'immeuble d'en face. Des gens bougeaient dans leurs fenêtres éclairées, vaquant à leurs occupations, et je suis resté assis là, dans le noir, à rejouer ce moment encore et encore. Ce n'était pas la première fois qu'il disait quelque chose de déplacé.
Ce n'était même pas la pire chose que quelqu'un de ma famille m'ait jamais lancé. Mais le moment, le ton, le silence qui a suivi, c'était nouveau. Quelque chose là-dedans a appuyé sur une faille que je prétendais ne pas exister. Mon esprit est revenu à toutes les nuits où j'étais celui qu'Ava appelait quand elle était plus jeune, à 15 ans, en sanglotant parce que ses parents se criaient à nouveau dessus. Elle m'appelait en tremblant, suppliant d'être ailleurs. J'allais la chercher, l'emmenais manger une glace, la sortais de la zone d'explosion pour quelques heures. Quand elle n'a pas été acceptée dans l'université de son premier choix, je suis resté éveillé tard pour l'aider à réécrire ses dissertations, parcourant ses brouillons jusqu'à ce que les mots semblent plus percutants, plus convaincants. Quand les factures de frais de scolarité ont commencé à arriver, je suis intervenu. Personne n'a eu à demander. J'ai ouvert un compte joint spécifiquement pour aider à couvrir ses frais universitaires. Chaque mois, j'y versais de l'argent. J'ai associé une carte de débit à son nom pour qu'elle puisse acheter des livres, de la nourriture, tout ce dont elle avait besoin. La moitié de ses frais de scolarité était payée par l'oncle qu'elle venait de traiter de pathétique sans même scier. J'ai pensé aux textos tardifs de ma sœur chaque fois que son ménage s'effondrait. Quand son mari buvait à nouveau trop. Quand le loyer était en retard. Quand le frigo était vide. Quand l'assurance auto était en souffrance. Chaque crise atterrissait d'une manière ou d'une autre dans mon assiette. Juste cette fois. On te remboursera. Tu sais comment c'est. Je n'avais jamais dit non. Pas une seule fois. J'ai été le soutien émotionnel d'une famille qui n'a jamais offert la même chose en retour. Ma sœur s'appuyait sur moi comme si je lui devais quelque chose, comme si sa vie qui s'effilochait était un fardeau partagé auquel j'avais souscrit à la naissance. Son mari gardait à peine un emploi, passant d'un petit boulot à l'autre, passant ses heures libres à boire et à se plaindre. Elle disait qu'elle avait parfois peur de lui, mais pas assez pour le quitter, pas assez pour arrêter de le défendre auprès de tout le monde. Et là, dans le noir de mon appartement, quelque chose en moi a finalement basculé. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait durement dans l'obscurité, éclairant la table basse et la pile de courriers non ouverts à côté. Je me suis connecté au compte joint. Les chiffres me fixaient. Des mois de sacrifices condensés en chiffres. C'était plus qu'assez pour permettre à Ava de passer un autre semestre, assez pour prouver que j'en avais fait plus que quiconque ne le savait. Mon curseur a survolé l'option et gelé la carte. J'ai hésité, le cœur battant dans ma gorge. Il semblait ridicule qu'une chose aussi monumentale puisse se résumer à un clic et une boîte de confirmation. J'ai pensé à Ava, aux nuits dans ma voiture avec elle pleurant sur le siège passager. J'ai pensé à l'expression sur le visage de ma mère au dîner, ce petit signe de tête silencieux qui confirmait que j'étais une déception. Si je faisais ça, je savais qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. Rien ne serait plus jamais pareil. J'ai cliqué. Puis j'ai pris mon téléphone, appelé la banque et m'assuré que le gel était effectif. Au moment où j'ai raccroché, j'ai eu l'impression d'avoir fait tomber le premier domino d'une longue ligne soigneusement équilibrée que j'avais passé des années à renforcer. Le lendemain matin à 8h40, sa carte était inutilisable. À 9h12, j'avais 17 appels manqués. À 11h, ce nombre était passé à 31. Mon téléphone vibrait si constamment qu'il semblait vibrer sur place sur la table. Je les ai tous ignorés jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Quand j'ai finalement répondu, ma sœur n'a même pas dit bonjour. Elle s'est juste mise à crier, sa voix rauque et stridente à travers le haut-parleur. « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Comment oses-tu geler sa carte? Elle est coincée, Ronan. Elle ne peut pas acheter de livres. Elle ne peut pas manger. Elle ne peut rien faire. Quel est ton problème ?» J'ai éloigné le téléphone de mon oreille pendant une seconde, laissant sa rage résonner dans l'air. Puis je l'ai ramené, en gardant ma voix stable. « Ça ne m'intéresse plus de continuer comme ça, » ai-je dit. J'en ai fini de soutenir des gens qui ne me respectent pas. Elle n'a même pas fait de pause. Tu réagis de manière excessive. C'était une blague. Elle ne le pensait pas. Tu vas détruire son avenir pour un seul commentaire stupide. Ma poitrine s'est serrée, mais pas de culpabilité. C'était plutôt comme si quelque chose de lourd s'était enfin fissuré. Je paie pour son avenir depuis des années, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de prétendre que vous y avez droit. À l'autre bout du fil, il y a eu un éclat de statique, une inspiration étranglée et une nouvelle vague de cris. Je n'ai pas attendu qu'elle finisse.
J'ai éloigné le téléphone, mis fin à l'appel et l'ai posé face contre table. Il pensait que je ne le ferais pas. Il pensait que je me mettrais en colère, puis que je me calmerais et que j'enverrais finalement l'argent à nouveau comme je le faisais toujours. Ils avaient compté sur mon silence, ma conformité, ma tendance à tout réparer et à ne rien demander. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, quelque chose s'est cassé. Et cette fois, je n'allais pas le réparer. Après ce premier appel, le monde n'a pas explosé comme je m'y attendais. Ce qui m'a frappé à la place, c'est le silence. Épais, lourd, inconnu. Pas le genre qui vient de la paix, mais celui qui s'installe juste après avoir fait quelque chose d'irréversible. J'ai attendu que la culpabilité arrive. Ce resserrement familier dans mes côtes, le murmure me disant que j'étais allé trop loin. Mais elle n'est pas venue. Au contraire, je me sentais plus léger. Hésitant, troublé, mais plus léger, comme si j'avais enfin desserré un nœud qui, je faisais semblant de l'ignorer, m'étouffait. J'ai gardé mon téléphone face contre table et j'ai passé les heures suivantes à faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années, faire l'inventaire. Chaque faveur, chaque paiement, chaque sauvetage nocturne, chaque fois que j'étais intervenu parce que personne d'autre ne le ferait. Je les ai notés dans un carnet un par un. Et la liste est devenue si longue qu'elle en était embarrassante. Pas pour moi, mais pour la façon dont j'avais été complètement utilisé. Et si geler la carte d'Ava était la première coupure, le reste est venu rapidement. Je me suis connecté au portail de paiement automatique que j'avais configuré pour son assurance auto. Je pouvais imaginer le moment exact où elle se rendrait compte que ça ne passait pas. J'ai hésité une seconde, non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que les vieilles habitudes ont la vie dure. Puis j'ai cliqué sur annuler. Ensuite, c'était ses frais de scolarité. J'ai appelé le bureau financier de l'université, la ligne cliquant faiblement en se connectant. Quand la conseillère a décroché, elle m'a salué poliment, sa voix chaleureuse de cette manière calme et exercée que les gens adoptent quand ils sentent quelque chose de délicat. Je dois me retirer de toute responsabilité financière envers ma nièce, ai-je dit, avec effet immédiat. Il y a eu une pause de sa part, non pas de jugement, mais de reconnaissance, comme si elle avait déjà entendu ce genre de choses de la part de personnes qui semblaient fatiguées exactement de la même manière que moi. D'accord, a-t-elle dit doucement. Nous pouvons traiter cela. C'était surréaliste de dire les mots à voix haute, d'admettre à quel point j'avais été impliqué. Quand elle a demandé, « Avez-vous été le principal payeur pour ces dépenses ?» J'ai presque ri. Principal ? J'avais été le seul. À la fin de l'appel, le pont ne brûlait plus. Il était déjà en cendres. Plus tard cet après-midi-là, un numéro inconnu s'est allumé sur mon écran. Normalement, je l'aurais ignoré, mais quelque chose m'a dit de répondre. Quand je l'ai fait, j'ai entendu une petite voix tremblante. C'était Ava. Elle pleurait, pas de colère, juste des sanglots doux, son souffle se coupant à chaque mot. « Je ne comprends pas », a-t-elle murmuré. « Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi fais-tu ça ? C'était juste une blague. Je ne le pensais pas. Pendant un moment, quelque chose m'a piqué. Pas la culpabilité, mais un souvenir. J'ai entendu les échos de la fille de 15 ans que j'allais chercher dans son allée, les yeux rouges et effrayés après les disputes de ses parents. La fille qui s'asseyait sur le siège passager en serrant ses genoux pendant que je conduisais sans but juste pour lui donner un endroit sûr où respirer. Mais la fille au téléphone n'était plus cet enfant. Elle était devenue quelqu'un qui pensait que le respect était facultatif et mon aide garantie. Si tu veux être traité comme une adulte, ai-je dit doucement, tu dois parler comme une adulte. Une douce inspiration, un silence blessé. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais j'ai mis fin à l'appel, non pas parce que je ne m'en souciais pas, mais parce que le fait de se soucier était devenu l'excuse que tout le monde utilisait pour me garder à ma place. Il n'a pas fallu longtemps pour que la prochaine tempête frappe. Un peu après 20 heures ce soir-là, des coups ont secoué ma porte, forts, frénétiques, du genre qui vous fait vibrer les côtes. J'ai ouvert juste assez pour voir qui c'était. Ma sœur s'est frayé un chemin à l'intérieur avant que je puisse l'arrêter. « Tu as perdu la tête ?» a-t-elle lâché, entrant en trompe dans mon salon comme si l'air à l'intérieur lui appartenait. « As-tu la moindre idée de ce que tu fais à Ava ?» Elle est terrifiée. Elle a honte. Tu as gelé sa carte comme un dictateur mesquin. Penses-tu que ce qu'elle a dit au dîner était acceptable ?
ai-je demandé. Elle n'a même pas scié. C'est une enfant, Ronan. Les enfants disent des choses. Elle a 19 ans, ai-je dit. Ce n'est pas une enfant, et elle n'était certainement pas une enfant quand elle a pris mon argent. Ma sœur a ricané, agitant une main avec dédain. Oh, s'il te plaît. Tu agis comme si tu étais un saint. Tout ce que tu avais à faire, c'était de nous parler, pas de déclencher une guerre nucléaire. J'ai parlé, ai-je dit, pendant des années. Puis est venue la vraie question, celle pour laquelle elle était venue. Et alors? Tu paies les frais de scolarité ou non? A-t-elle exigé? Non. Elle a ri, insolée et incrédule. Ne sois pas ridicule. Ava devra abandonner ses études. Comprends-tu cela? Ça va ruiner sa vie. Non, ai-je dit. Ça la rendra juste responsable de sa vie. Ses yeux se sont plissés. Waouh, vraiment héroïque de ta part. Quelque chose en moi a craqué. Vous m'utilisez comme un générateur de secours, ai-je dit, ma voix plus tranchante que je ne l'attendais. Chaque fois que quelque chose ne va pas, vous vous branchez sur moi comme si vous aviez droit à mon temps, mon argent, ma santé mentale. J'en ai fini d'être votre plan d'urgence. Son visage s'est tordu. Tu es incroyable. Non, ai-je dit. Ce qui est incroyable, c'est que ton mari a le temps de boire mais pas de travailler. Ce qui est incroyable, c'est comment tu te fais faire les ongles toutes les 2 semaines, mais tu n'as jamais économisé $1 pour l'éducation de ta fille. Ce qui est incroyable, c'est que vous me transformez en bouée de sauvetage et que vous m'en voulez de me retirer enfin. Sa mâchoire est tombée. Pendant un moment, elle est restée sans voix. Rare pour elle. Puis les insultes ont fusé, vives, personnelles, du genre que l'on n'utilise que lorsqu'on est acculé. Je ne les répéterai pas. Elle n'était pas assez créative pour valoir la peine d'être retenue de toute façon. Elle est sortie en trombe, claquant la porte si fort que le cadre s'est fissuré. Je suis resté là un long moment, respirant fort, sentant l'écho de sa sortie se répercuter dans l'appartement. Puis je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis sur le canapé et j'ai regardé autour de moi. C'était calme. Pour la première fois depuis des années, le calme ne ressemblait pas à un échec. Il ressemblait à de l'espace. Quelques jours plus tard, ma mère a appelé. Sa voix était mesurée, mais je pouvais entendre la tension sous-jacente. Elle a dit qu'elle et mon père voulaient discuter. Qu'ils venaient. Je n'ai pas discuté. Quand ils sont arrivés, ma mère tenait un tupperware de pain à la banane comme une offrande de paix. Mon père se tenait derrière elle, une casquette de baseball écrasée dans une main, les yeux regardant partout sauf vers moi. Nous nous sommes assis dans mon salon. Je n'ai pas offert de boisson. Je n'ai pas fait semblant d'être heureux de les voir. Ma mère n'a pas perdu de temps. Qu'est-ce qui t'a pris? A-t-elle demandé, sa voix s'adoucissant d'une manière qui semblait répéter. Tu te comportes froidement. Il ne s'agit pas de l'anniversaire, ai-je dit. Ce n'est pas soudain. Les adolescents disent des choses qu'ils ne pensent pas, a-t-elle insisté. Tu ne devrais pas le prendre personnellement. Je l'ai fixé. Pourquoi as-tu hoché la tête alors, quand elle l'a dit? Elle a cligné des yeux. Je ne voulais pas rendre le dîner inconfortable. Contrairement au fait que ton fils soit humilié à son propre anniversaire? Mon père a bougé sur son siège. Tu sais comment est ta sœur. C'était ça. La devise de la famille, l'excuse utilisée pour chaque gâchis, chaque manipulation, chaque désastre qui lui permettait de créer. Ouais, ai-je dit. Je sais exactement comment elle est. C'est ça le problème. Ma mère a réessayé. Ava est stressée. Elle est dépassée. Geler sa carte et supprimer ses frais de scolarité si soudainement, c'était extrême. Est-ce que l'un de vous deux a déjà proposé de me rembourser? Ai-je demandé. Silence. Livres, logements, repas, assurance, des milliers de dollars, d'innombrables heures. Est-ce que l'un de vous deux m'a déjà demandé si j'étais d'accord pour soutenir tout ça? Rien. Ma mère a posé le tupperware sur la table basse, ses épaules se raidissant. La famille prend soin les uns des autres. J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Mon père a finalement levé les yeux. Peut-être que tu pourrais juste faire une pause.
Sauter ce semestre. Recommencer à aider progressivement l'année prochaine. Non, ai-je dit. Il n'y a pas de retour progressif. C'est fini. Ils n'ont pas aimé cette réponse. Ils n'arrêtaient pas de revenir à la culpabilité, à l'obligation, à la tradition, à l'unité familiale. Finalement, quand il est devenu clair que je ne céderais pas, ils se sont levés. Ma mère m'a serré dans ses bras, raide et incertaine, comme si j'étais quelqu'un qu'elle connaissait depuis longtemps, mais pas très bien. Mon père a marmonné, on reste en contact, puis l'a suivi dehors. La porte s'est refermée derrière eux. Le silence s'est de nouveau installé. Mais cette fois, ça ne ressemblait pas à du vide. Ça ressemblait au début de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer mais que je reconnaissais enfin comme mien. Et je savais au plus profond de moi que ma famille n'en avait pas fini. La paix n'arrive jamais aussi facilement quand des gens comme eux commencent à perdre leur emprise. 3 jours ont passé. Calme, fluide, presque doux. Le genre de calme qui aurait semblé normal à n'importe qui d'autre, mais pour moi, c'était comme se tenir sur un lac gelé, à l'écoute des fissures sous la surface. Ma famille n'était pas connue pour laisser les choses aller. Le silence n'était jamais une reddition, le silence était une stratégie. Et le matin du 4e jour, la glace s'est finalement rompue. Je me brossais les dents quand une notification a glissé sur l'écran de mon téléphone, un email de l'université d'Ava. Au début, j'ai pensé que c'était un message automatique résiduel concernant son compte, mais quand je l'ai ouvert, mon souffle s'est coupé. Elle avait essayé de demander un prêt étudiant privé, et elle avait utilisé mon nom comme co-signataire. Pas d'appel, pas de texto, pas de conversation, juste mon nom tapé soigneusement dans un formulaire comme si j'étais toujours le même idiot prévisible et fiable qui couvrirait tout sans qu'on le lui demande. Comme si elle avait droit à mon identité de la même manière qu'elle avait eu droit à mon argent. L'email disait que la demande avait été signalée parce que la signature ne correspondait pas à mes dossiers. Il voulait que je confirme si j'avais été impliqué. J'ai fixé mon téléphone un long moment, la mâchoire serrée, le cœur battant non pas de colère, mais d'une sorte de chagrin. Un chagrin net, précis, qui ne frappe que lorsque quelqu'un prouve exactement le peu de cas qu'il fait de vous. Quand j'ai finalement appelé le bureau financier, la femme au bout du fil a écouté pendant que j'expliquais, ma voix stable mais tendue. Non, ai-je dit. Je n'ai pas approuvé le prêt. Je n'ai rien autorisé. Je me suis retiré de toute responsabilité la semaine dernière. Elle a émis un petit son de sympathie, poli mais sincère. Je suis désolé que vous traversiez cela. Ça arrive plus souvent que les gens ne le pensent. Quand elle a fait une pause, ce n'était pas parce qu'elle ne savait pas quoi dire. C'était parce qu'elle le savait, et ce n'était pas joli. Après avoir raccroché, j'ai posé le téléphone, les paumes à plat sur la table. Mon appartement semblait trop silencieux. L'air semblait épais, comme le moment avant le tonnerre. 1 heure plus tard, un autre numéro inconnu a appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Je n'avais pas l'énergie, du moins pas jusqu'à ce que je voie la notification de transcription apparaître. C'était la colocataire d'Ava. Sa voix était fatiguée, éraillée sur les bords. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Ava panique. Elle pleure depuis des heures, claque les portes, dit que tu essaies de ruiner sa vie. Cette dernière phrase m'a fait mal, non pas parce que c'était vrai, mais parce que j'avais passé des années à être celui qui lui sauvait la vie, celui qu'elle appelait pendant les disputes, celui qui la conduisait loin de sa propre maison pour qu'elle puisse respirer. Maintenant, parce que j'avais finalement posé une limite, j'étais le méchant. En fin d'après-midi, les messages ont recommencé à affluer. D'abord, Dava, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je suis ta nièce. Un autre, tu avais dit que tu m'aiderais toujours. Pourquoi fais-tu ça pour une blague? Et puis, tu me punis d'être honnête. Tu gâches tout. Puis ma sœur est intervenue. Tu dépasses les bornes, Ronan. Règle ça aujourd'hui. Suivi de la cerise sur le gâteau, un message de son mari, l'homme dont la plus grande réussite était d'ouvrir une autre bière avant midi. Tu dois arrêter tes conneries. Tu penses que tu vaux mieux que nous, mais ce n'est pas le cas. Tu es juste un perdant pathétique avec un compte en banque. J'ai éclaté de rire en lisant celui-là. L'ironie était trop parfaite. Mais j'avais tort de penser que la laideur de la journée avait atteint son paroxysme là, car à 19h04, un autre numéro inconnu s'est allumé sur mon téléphone. J'ai failli le laisser aller à nouveau sur la messagerie vocale.
Presque. Mais quelque chose en moi, un vieil instinct, m'a dit de répondre. Bonjour, Ronan. C'était mon père, mais pas de son téléphone et pas sur le ton qu'il utilisait quand ma mère était à portée de voix. Il semblait plus doux, réfléchi, plus âgé. Je ne voulais pas que ta mère sache que j'appelais, a-t-il dit doucement. Je devais juste dire quelque chose. Je me suis assis sans m'en rendre compte. D'accord. Il a pris une profonde inspiration. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, à la façon dont les choses se sont passées, et tu as raison. Les mots étaient maladroits, comme s'il n'avait pas l'habitude de les former. Je n'ai pas bien géré les choses, a-t-il continué. J'ai laissé passer des choses quand je n'aurais pas dû. Je suis resté silencieux quand j'aurais dû parler. Pas seulement maintenant, depuis des années. Un nœud s'est formé dans ma poitrine. Pas serré, mais chaud, inattendu. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit, a-t-il dit. Je ne te demande pas d'aider Ava ou d'appeler ta sœur. Je voulais juste que tu saches que je respecte ce que tu fais. Il faut du courage, plus que je n'en ai jamais eu. Nous avons parlé pendant 20 minutes, des pauses plus longues que les phrases, mais quelque chose dans ces pauses comptait. Pour une fois, il ne se cachait pas derrière les attentes de ma mère. Il ne répétait pas la famille d'abord comme un script. Il essayait. Quand nous avons raccroché, je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais juste fatigué, mais aussi vu d'une manière que je n'avais jamais vraiment été par lui. L'appartement s'est assombri dans la soirée. Je n'ai allumé aucune lumière. Je suis resté avec le silence. Puis un autre coup à la porte. Pas frénétique, pas en colère, pas familier, juste un coup régulier, délibéré. Je me suis figé. C'était nouveau. J'ai marché lentement jusqu'au Judas. Une femme se tenait dehors, fin de la vingtaine, peut-être. Vêtements professionnels, des cernes sous les yeux, comme si elle avait eu une longue semaine. Elle tenait un dossier, pas un presse-papier, pas un badge. Et ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres. « Vous êtes Ronan ?» a-t-elle demandé. « Oui. »« Je suis Kara », a-t-elle dit. « Je travaille au service d'aide financière de l'université. » Mon estomac s'est noué. « Si c'est à propos de... » « Ce n'est pas officiel », a-t-elle interrompu en secouant la tête. « Je ne suis pas ici à titre professionnel. Je voulais juste parler. » Ça m'a complètement décontenancé. Elle a déplacé le dossier sous son bras. « C'est moi qui ai signalé la demande de prêt d'Ava. Quand j'ai vu votre nom sur la ligne du co-signataire sans signature, j'ai commencé à creuser. » Elle a fait une pause, embarrassée. Pas d'une manière bizarre. Juste. Quelque chose là-dedans me semblait étrange. Elle a baissé les yeux, rassemblant ses pensées. « Je vois ça souvent », a-t-elle dit finalement. Des membres de la famille sous pression, des étudiants qui dépassent les limites, des donateurs silencieux sans voix. Mais aujourd'hui, quelque chose dans la façon dont elle a réagi lorsque le prêt a été refusé. Ça ne m'a tout simplement pas semblé juste. J'ai dégluti. Ça semble exact. Kara a fait un petit sourire de sympathie. J'ai cherché vos coordonnées. Je n'aurais probablement pas dû, mais je voulais vous dire que vous avez bien fait. Mon souffle s'est un peu coupé. La plupart des gens ne partent pas, a-t-elle dit. Pas après des années à donner. Ce n'est pas une faiblesse de poser une limite. Parfois, c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Elle a hésité, puis a ajouté, et si jamais vous voulez parler davantage ou prendre un café, je serais ouverte à cela. Sans pression. Elle a souri. Pas aguicheur, juste gentil. Puis elle s'est retournée et a descendu le couloir, me donnant de l'espace au lieu d'en prendre. Pendant plusieurs secondes, je suis resté dans l'embrasure de ma porte, fixant l'endroit où elle s'était tenue. C'était étrange. Quelqu'un que je n'avais jamais rencontré m'offrant plus de compréhension en 3 minutes que ma famille en 3 décennies. Je ne savais pas encore ce que cela signifiait, mais je savais que cela signifiait quelque chose. Plus tard cet après-midi-là, je me suis assis sur le bord de mon lit, mon téléphone à la main, fixant le nom de Kara dans ma liste d'appels récents. Non pas parce qu'elle avait appelé, mais parce que sa visite persistait encore dans mon esprit comme la faible chaleur d'un contact. Je la connaissais à peine depuis 10 minutes,
mais elle avait dit la seule chose que j'avais besoin d'entendre de quelqu'un, n'importe qui, vous avez bien fait. Je ne pense pas avoir réalisé à quel point j'avais besoin de cette validation jusqu'à ce qu'elle arrive. Mon pouce a survolé mon écran, débattant de l'opportunité de lui envoyer un texto, non pas pour commencer quoi que ce soit, non pas d'une manière romantique impulsive, juste pour dire merci. Mais avant que je puisse décider, mon téléphone a vibré dans ma paume. Ava, ils m'ont expulsé du dortoir. Je n'ai nulle part où aller. Maman panique. S'il te plaît, appelle-moi. J'ai fixé le message. Mon rythme cardiaque est resté lent, stable. Normalement, la panique se serait précipitée, mon instinct de réparer, de secourir. Mais l'emprise frénétique que ma famille avait toujours eue sur moi semblait plus faible maintenant, comme si quelqu'un avait desserré sa main sans que je m'en aperçoive. Un autre texto est arrivé quelques secondes plus tard. Je suis désolé. Je jure que je ne pensais pas ce que j'ai dit à ton anniversaire. S'il te plaît, oncle Ronan, s'il te plaît. Ces messages ont meurtri quelque chose en moi, mais ce n'était pas de la culpabilité. C'était un souvenir. Le souvenir de la petite fille qui pleurait dans ma voiture, de l'adolescente dont j'avais réécrit les dissertations, de la jeune femme que j'avais désespérément essayé d'aider à échapper au chaos de ses parents, pour finalement faire partie de son sentiment de dû. Puis ma sœur est intervenue. Tu as fait valoir ton point. Maintenant, sois un homme et règle ça. C'était ça, le vieil hameçon. Sois un homme, règle ça. Porte-nous. Fais le travail que personne d'autre ne fera. Saigne en silence et sois reconnaissant que nous te le permettions. Mais cette fois, je n'ai pas ressenti l'attraction habituelle. Pas de colère, pas d'obligation. Juste de l'épuisement. Le genre qui vous fait poser le téléphone face contre table et expirer le poids directement de vos poumons. Donc, je n'ai pas répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai mis mes chaussures et je suis allé me promener. Ce n'était rien de spécial, juste le tour du quartier, le même itinéraire que je prenais habituellement quand j'avais besoin de me vider la tête. Mais l'air semblait différent, plus vif, comme si le monde était devenu quelques degrés plus froid et plus clair. Je suis passé devant le café que je passais toujours sans le remarquer. Mais cette fois, j'ai remarqué que Cara était à l'intérieur. Elle était assise près de la fenêtre, un ordinateur portable ouvert, ses cheveux attachés en désordre, une tasse fumante à côté d'elle. Quand elle a levé les yeux et m'a vu, elle n'a pas semblé surprise. Elle a juste offert un petit signe de tête, un vrai sourire, le genre qui ne demandait rien en retour. Je suis entré sans réfléchir, j'ai commandé un café noir que j'ai à peine goûté. Je me suis assis en face d'elle. Nous n'avons pas parlé du prêt ou de ma famille ou du chaos qui rongeait ma vie. Pas au début. Nous avons parlé de podcasts que je n'avouerais jamais aimer, de la musique qu'elle écoutait quand elle avait besoin de se concentrer, de livres que nous possédions tous les deux mais n'avions jamais fini. La conversation était facile d'une manière que je ne réalisais pas que les conversations pouvaient l'être, sans agenda, sans pièges émotionnels, sans performance. Après peut-être une heure, j'ai mentionné les textos que j'avais reçus. Je m'attendais à ce qu'elle penche la tête avec sympathie ou dise quelque chose de réconfortant de cette douce voix de thérapeute que les gens utilisent quand ils ont pitié de vous. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste dit, de manière factuelle, tu ne leur dois rien. Pas de réflexion excessive, pas d'hésitation, pas de sandwich à la culpabilité, juste la vérité. Pure, simple, libératrice. C'était la première fois depuis des années que quelqu'un disait quelque chose sur ma famille qui ne me faisait pas me sentir fou ou dramatique ou sensible ou égoïste. Quand j'ai quitté le café, j'ai senti quelque chose d'inconnu sous mes côtes. De l'espoir, peut-être. Plus tard dans la nuit, un autre texto est arrivé de ma sœur. Tu penses que ça change quelque chose ? Tu reviendras en rampant comme tu le fais toujours. Et quand tu le feras, ne t'attends pas à ce que nous oublions ça. C'était le dernier message qu'elle m'a jamais envoyé. Et je n'ai pas répondu. Pas cette nuit-là, pas le lendemain, pas jamais. Dans les semaines qui ont suivi, Ava a abandonné ses études. Ma sœur a raconté à tous ceux qui voulaient bien l'écouter que c'était de ma faute. Ma mère est restée la plupart du temps silencieuse, trop embarrassée pour répéter l'histoire, mais trop têtue pour reconsidérer sa position. Et mon père, fidèle à sa parole, envoyait de courts textos prudents tous les quelques jours, comme s'il apprenait à communiquer avec moi pour la première fois de sa vie. Quant à moi, j'ai essayé de me reconstruire de l'intérieur.
S'adapter à la liberté n'est pas aussi facile que les gens le pensent. Certains matins, je me réveillais encore avec un sursaut de panique, comme si j'avais manqué une échéance ou oublié un paiement. Je prenais mon téléphone, m'attendant à des appels manqués, de longs textos culpabilisants, des urgences qui attendaient à l'autre bout. Et puis je réalisais que personne n'attendait rien de moi. Aucune crise n'avait besoin de mon argent. Aucune crise de nerfs n'avait besoin de mon temps. Aucun désastre n'avait besoin de mon labeur émotionnel. Le silence semblait étrange au début. Mais lentement, douloureusement, magnifiquement, j'ai commencé à l'aimer. Kara et moi avons continué à nous voir. Pas tous les jours, pas avec des feux d'artifice ou de grands gestes, mais de manière constante. Elle est venue un week-end et m'a aidé à monter une étagère que j'avais achetée il y a 3 mois et que j'avais ensuite ignorée. Nous avons écouté des disques pendant que nous travaillions, et elle riait chaque fois que je tenais les instructions à l'envers. Elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai tout raconté, le bon, le mauvais, le gênant, les parties que j'avais toujours survolées parce que personne n'écoutait jamais assez longtemps pour entendre la fin de la phrase. Elle n'a pas sourcillé. Elle ne m'a pas jugé. Elle ne m'a pas traité de dramatique ou de sensible ou d'ingrat. Elle a juste écouté et est restée. Ce n'était pas un conte de fées. Nous étions 2 personnes avec des bosses et des fissures essayant d'assembler nos pièces sans attendre la perfection. Un soir, alors que nous préparions le dîner ensemble, elle a dit quelque chose qui est resté coincé dans ma poitrine comme une épingle. « Tu as été le contact d'urgence pour le chaos de tout le monde », a-t-elle dit doucement. Peut-être qu'il est temps d'être le personnage principal de ta propre vie. Je ne savais pas comment répondre, mais quelque chose en moi a changé, doucement mais de manière permanente. Alors, voici la mise à jour finale, comme je l'avais promis. Oui, quelque chose en est ressorti, et non, je ne vais pas complètement bien. Même lorsque vous faites les bons choix, ils peuvent encore faire mal. Les limites n'effacent pas l'histoire, elles réécrivent simplement l'avenir. J'apprends encore à ne plus sursauter au silence. J'apprends encore à me choisir sans me sentir égoïste. J'apprends encore à vivre une vie qui n'est pas façonnée autour des urgences de quelqu'un d'autre. Mais je suis libre. Vraiment, actuellement libre. Et après 30 ans, c'est plus que suffisant. Quant à Kara, les choses vont bien. Lente, stable, réelle. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose dans ma vie n'est pas en train de s'effondrer.